Les municipales, J-4 avant le second tour, les listes sont déposées. Les dés sont jetés. Ce sera donc des triangulaires dans les deux plus grandes villes de France, à Paris et à Marseille. Focus aussi sur les accords et les retraits à Bordeaux, Strasbourg ou encore Toulouse. Qui peut l'emporter? Qui semble à la peine? On fait le point avec nos éditorialistes. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info. Samuel Géquier, vous êtes politologue spécialisé en stratégie d'opinion et président de l'Institut Bonafede. Merci d'être avec nous. Elliot Maman à vos côtés, bonjour. Bonjour. Chroniqueur politique et membre du comité éditorial de la Nouvelle Revue Politique. Et puis notre éditorialiste politique, Yael Gauze, nous a rejoint. Bonjour Yael. Bonjour Flore, bonjour. Pour nous éclairer évidemment de votre expertise. D'abord, on va se pencher sur la capitale. Après le retrait de Sarah Knafo, hier, les cartes sont rebattues. Elle ne l'a pas fait pour Rachida Dati, elle l'a fait pour Paris, pour l'alternance. C'est en tout cas son argumentaire. Alors, de quoi redonner ou non de l'espoir à Rachida Dati? Écoutez ce qu'elle en disait ce matin sur CNews. Je prends acte de cette décision, qui était une décision responsable et en cohérence. Et vous avez raison de le dire, c'est assez rare que des responsables politiques prennent des décisions aussi graves, aussi importantes. C'est pas facile de se désister. Et avec cette hauteur de vue, et elle l'a prise en cohérence. Pourquoi? Parce qu'elle a toujours dit qu'elle souhaitait faire battre la gauche et ne pas faire perdre la droite. Et c'est vrai que c'est un geste fort. Un geste fort, Yael, qui peut relancer la campagne de Rachida Dati? Oui, qui recrée un grand suspense dans la capitale. On peut imaginer qu'au deuxième tour, comme au premier, il y aura une très très forte participation. C'était la plus forte dimanche dernier depuis 2001, au moment où il y a eu cette bascule à gauche historique pour Bertrand Delanoë. Ouais. Là, l'enjeu est tel dimanche qu'on peut imaginer aussi une très très forte participation, mobilisation des deux côtés, autant à gauche que du côté droite, puisque là, Rachida Dati devient le seul plus petit dénominateur commun de ceux qui veulent l'alternance à Paris, l'alternance à droite. C'est un front contre la gauche, tout simplement. Elle a bénéficié du retrait de Sarah Knafo et de Pierre-Yves Bournazel, on le répète. Sur ces deux ailes, aile centriste et l'aile ultra-droitière ou extrême-droitière, je ne sais pas comment l'appeler, parce que ce qui se passe là dans le ralliement de Sarah Knafo, elle joue gagnant-gagnant, parce que si Rachida Dati perd, elle pourra toujours dire qu'elle, d'ailleurs élue conseillère municipale du 16e arrondissement, déjà au premier tour, pourra dire qu'elle a tout fait pour empêcher la gauche de gouverner Paris. Et si Rachida Dati gagne, alors elle est dans la liste. La faiseuse de Rennes. Ouais. Donc ça, c'est évidemment important. Et ça rend, Rachida Dati redevable ensuite, et la droite plus largement redevable de reconquête. C'est quand même ça qui passe sous les radars et sous le masque de cette couleur jaune et de ce marketing politique de Sarah Knafo. Il s'agit quand même de Rachida Dati, qui est LR Macron compatible, soutenu par Emmanuel Macron, qui dit merci à Reconquête, qui dit merci à Éric Zemmour, qui se cache derrière Sarah Knafo. Je ne sais pas si on réalise quand même. Et qui dit qu'elles ont des points communs, d'ailleurs, dans le points programme, communs, des points de convergence sur la sécurité, la propreté, le fait de privilégier les travailleurs de Paris pour désendetter la ville, etc. etc. Vous avez parlé de marketing, mais c'est vrai que derrière, il y a aussi cette idée de renvoyer éventuellement l'ascenseur pour Sarah Knafo dans le fait de s'être désistée. Est-ce que Samuel Géquier, évidemment, Rachida Dati, elle connaît, elle est en politique depuis toujours, elle sait très bien ce qui est en train de se tramer derrière? Rachida Dati, elle joue la gagne. Donc, elle avait besoin des deux. Elle avait besoin de l'accord avec Bournazel et du retrait de Knafo. C'était une condition nécessaire. On verra si elle est suffisante, mais en tout cas, c'était une condition nécessaire. Alors, effectivement, Rachida Dati pourra être redevable, on peut le lire comme ça, et vous avez raison. Je pense qu'il y a un autre sujet pour Reconquête, Zemmour et Knafo, c'était de ne pas arriver à l'élection présidentielle en ayant laissé la gauche passer à Paris. Ça aurait été un vrai boulet. Donc, elle était un peu aussi obligée, c'est gagnant-gagnant, mais elle était un peu contrainte dans la perspective de la prochaine élection de se retirer parce que vous ne pouvez pas arriver en étant en Reconquête en disant on a laissé passer les héritiers d'Anne Hidalgo en se maintenant. Donc voilà, il y a toutes ces logiques et c'est vrai que ça rebat les cartes, que ça fait un rapport de force qui est extrêmement équilibré. Si vous amusez à faire des projections, vous bougez 1 ou 2 points de l'électorat Bournazel sur l'un ou sur l'autre et vous faites basculer la triangulaire. On ne sait pas exactement non plus ce que va faire l'électorat insoumis, les 11% du premier tour de Sophia Chikirou. Est-ce qu'ils vont tous rester sur Chikirou? Sans doute pas, mais combien va s'évaporer vers Emmanuel Grégoire? Et donc, vous pouvez passer votre journée en faisant varier de 2 ou 3 points chacun des reports et vous faites gagner l'un ou l'autre, en fait. Donc, ça va être serré. Elliot Maman.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, on voit tout de même à quel point les campagnes électorales ont en fait un véritable effet, puisque si l'on revient au premier sondage que l'on a eu lorsque Sarah Knafo a annoncé sa candidature, on voyait qu'il n'y avait pas véritablement de différenciation ni de domination de Reconquête sur le candidat du Rassemblement national, ce qui, de toute évidence, a été inversé en définitive. Ouais. Et donc, de la même manière... Largement, Thierry Mariani n'a fait que 1,61%. Exactement. Et donc, de la même manière, les résultats du second tour seront, je pense, essentiellement influencés par la campagne qui va se dérouler pendant ces prochains jours et donc la capacité des partis en présence à mobiliser leurs électeurs. Ce qui est intéressant, c'est que sur la question du report de voix éventuellement direct dont Rachida Dati pourrait bénéficier, on ne cesse naturellement de rappeler que la politique n'est pas une question d'arithmétique. En l'occurrence, ce que l'on remarque, c'est que dans les bureaux de vote à Paris où Rachida Dati a réalisé ses meilleurs scores, Sarah Knafo réalisait également ses meilleurs scores par rapport à l'intégralité de la capitale. Donc il y avait véritablement une superposition des cartes électorales entre Sarah Knafo et Rachida Dati. À cet égard-là, elle pourrait très clairement en bénéficier. Pour autant, ce que l'on remarque également, c'est que les bureaux de vote où Pierre-Yves Bournazel réalisait ses meilleurs scores, c'est-à-dire généralement dans les arrondissements du centre et au début de l'Est, mais pas trop au sud-est, eh bien, ce sont des... nord-est. Exactement. Ce sont des scores où, ce sont des lieux où Emmanuel Grégoire réalisait des performances tout à fait honorables. Donc on peut véritablement se demander dans quelle mesure il y aura un report des voix aussi idéal que ce à quoi Rachida Dati peut prétendre à l'heure actuelle. Et vous avez un phénomène, c'est assez passionnant parce que comme c'est nouveau, c'est deux urnes à Paris, Lyon et Marseille, vous avez un phénomène aussi de découplage dans les arrondissements où Sophia Chikirou, les Insoumis sont très forts. Il y a des gens qui se sont fait plaisir pour leurs convictions personnelles localement pour l'arrondissement, mais qui votaient Grégoire pour la mairie centrale. En se disant qu'il y avait un vote de conviction pour l'arrondissement, un vote, entre guillemets, utile pour la mairie centrale. Ça sera intéressant à observer dimanche. Et le fait, peut-être, justement, Yael, pour le coup, que certains ont déjà voté pour leur mairie d'arrondissement et que ce soit terminé, est-ce que certains peuvent se dire « je ne retourne pas voter pour la mairie centrale, j'ai déjà mon maire d'arrondissement » Ça peut être le cas dans le 16e arrondissement, notamment, mais sur la détestation de la gauche à Paris dans cet électorat-là. Par rapport aux enjeux, vous pensez qu'on va se mobiliser quand même? Oui, ils iront mettre un bulletin, dans une seule urne pour le coup, là où c'est déjà réglé pour l'arrondissement. Alors en revanche, vous l'avez tous souligné, évidemment, ça se complique un peu pour Emmanuel Grégoire qui, lui, ne récupère aucune voix sur le papier puisqu'il a décidé de faire cavalier seul en refusant la main tendue de l'insoumise Sophia Chikirou qui, elle, maintient sa candidature, contrairement à Sarah Knafo. Sophia Chikirou qui l'a déploré, justement, en saluant, pour le coup, la stratégie de Rachida Dati. Elle a eu cette intelligence, d'une certaine façon, de faire le rassemblement pour le deuxième tour, l'alliance qu'il faut pour le deuxième tour, pour se donner toutes les chances de gagner. Elle a fait ce qui se fait habituellement à la droite républicaine, disons, je mets de côté les fascistes, mais ça se fait de cette façon-là. Il peut perdre la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, en ayant pris cette décision? C'est un test. Ça aura des conséquences énormes. Vous avez le même phénomène à Marseille pour Benoît Payan. C'est l'idée qu'ils estiment être suffisamment forts pour agréger un vote utile sur leur nom sans avoir besoin de créer un trouble dans l'électorat qui a pu les suivre et qui ne voudrait pas une association avec les Insoumis. Donc là, on verra ce qu'il en est. C'est vraiment un test de résistance de la gauche hors LFI par rapport à d'autres villes où l'union s'est faite de manière très classique, comme du temps du Parti communiste et du Parti socialiste sous François Mitterrand, où les deux gauches radicales et le gouvernement se rejoignaient. C'est Melgeké ? Oui, c'est un pari, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est un pari qu'il est plus rentable de ne pas s'allier avec LFI pour ne pas perdre l'électorat de Bournazel en partie et une partie de l'électorat PS de centre-gauche. Donc ça, c'est son pari, effectivement. On verra s'il réussit ou pas. Il faut quand même dire qu'il a fait un bon premier tour. Il est sorti quand même très haut. Très haut. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant dans cette élection parisienne, c'est que si vous regardiez tous les indicateurs objectifs, les attentes, propreté, sécurité, le bilan d'Anne Hidalgo, un des plus mal jugés quand vous le benchmarkez sur l'ensemble des maires sortants, ça aurait dû plus nettement profiter à la droite et à l'alternance. Oui, ça aurait pu plomber davantage. Des violences en périscolaire aussi. Ouais. Donc, oui, mais dans laquelle Rachida Dati aussi, pour laquelle elle est concernée également. Donc peut-être que ça aurait été équivalent pour chacun. Oui. En tant que maire du 7e. Et donc je pense, moi, que ça révèle un problème d'image personnelle de la candidate LR, de Rachida Dati, de ses affaires, de son comportement, et que ce problème d'image personnelle a sans doute pénalisé la droite, qui avait un contexte et des conditions qui auraient dû
qui aurait dû lui ouvrir plus largement des perspectives de victoire et la favoriser. Elle n'a pas perdu, mais il faut quand même noter qu'Emmanuel Grégoire a fait un premier tour assez On a parlé hier de la figure repoussoire de Rachida Dati. Dati, quand même, Rachida Dati, rappelons-le, c'est la chef de l'opposition à Paris depuis 2020. Et son score de 2020 est sensiblement le même que celui d'aujourd'hui. Donc, quel est le gain pour des opposants à avoir cette figure-là pour porter leur voix? C'est quand même pas formidable d'arriver à plafonner à 25% après 25 ans de gestion à gauche et d'être celle qui est censée incarner avec le soutien d'Emmanuel Macron directement. Alors peut-être que c'est un handicap. Ça vrai à tout. Voilà, c'est pas d'Édouard Philippe. Il faut voir comment Pierre-Yves Bournazel s'est fait tordre le bras au point que lui-même jette l'éponge et quitte la vie politique et ne va pas du tout être dans la liste. Est-ce que ça peut être une force, justement, Elliot Mamad, pour Rachida Dati, d'avoir élargi à ce point-là, effectivement, du centre presque gauche, avec Pierre-Yves Bournazel, en tout cas macroniste, à Sarah Knafo? Est-ce que ça peut être cohérent? Est-ce que ça peut être crédible pour les électeurs parisiens? Je ne dis pas nécessairement que ça va la desservir dans le scrutin de dimanche. Ce qui reste vrai, c'est qu'il y a un sérieux problème de lisibilité, tant du côté de Rachida Dati que de la stratégie qui a finalement été déployée, par exemple, par Pierre-Yves Bournazel, qui a passé la campagne à nous expliquer... tordre le bras, de ce qu'on a compris hier. Bien sûr. Oui, mais alors là aussi, sur la question de la lisibilité, on se retrouve... En effet, Édouard Philippe a notamment conditionné sa candidature à la présidentielle à ses bonnes performances, naturellement, s'agissant de sa personne directe au Havre, mais de manière générale, on comprend qu'il serait plutôt mauvais signe que Horizon se fasse laminer dans les éventuelles autres municipalités où ils prétendent à des mandats. Donc, on comprend en effet les raisons pour lesquelles Pierre-Yves Bournazel a finalement changé sa stratégie, mais on est quand même passé d'un candidat qui nous expliquait que tout le séparait de Rachida Dati à un candidat qui finalement demande à ses électeurs de reporter sa voix sur Rachida Dati au motif d'une union qu'il fait avec lui, tout en expliquant que l'union est tellement parfaite qu'il se départit lui-même de la liste qui va être formée. Donc c'est quand même en effet un sérieux problème de lisibilité qui arrive ensuite. De la même manière que pour Rachida Dati, en effet, elle n'est pas parvenue à capitaliser sur le rôle de chef de l'opposition qu'elle s'était donnée au Conseil de Paris depuis 6 ans, mais en même temps, elle s'est elle-même également donné d'autres fonctions en rejoignant le gouvernement. Donc, alors qu'Emmanuel Grégoire, pour le coup, est cohérent dans sa ligne, en tout cas, et dans sa stratégie. C'est une campagne à la Delanoë, j'ai envie de dire, avec 25 ans d'écart. D'ailleurs, vous voyez que Bertrand Delanoë est régulièrement à côté de lui quand il déambule dans Paris, dans cette dernière ligne droite de la campagne. C'est vraiment cette filiation. Il en était le directeur de cabinet à l'époque. Et Bertrand Delanoë, il n'a jamais cherché de mandats nationaux, de gouvernementaux, alors qu'il était un des plus proches de Lionel Jospin. Il n'est pas rentré au gouvernement, c'était Paris, pas d'autre objectif que Paris. Emmanuel Grégoire est député, par ailleurs, député PS. Non, le test aussi, et là aussi, la pièce est en l'air. La probité. Le rapport à la probité, est-ce que les électeurs parisiens accordent un intérêt fondamental à qui les représente et qui risque ou pas de finir condamné. Après, vous l'avez dit, Rachida Dati, c'est très important. Qui a changé, mais parce que vous voyez qu'il y a des villes où ça n'a strictement aucune importance. Vous avez eu Perpignan, Louis Alliot, qui va sans doute devoir lâcher son mandat en cours de route dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, du FN puis du RN. Donc là, aucun effet réélu dès le premier tour. Fréjus, David Racheline, malgré toutes les casseroles dont il a été question, pas rien, réélu premier tour triomphalement. Est-ce qu'à Paris, c'est la même chose? Est-ce que Paris, capitale de France, phare un des villes emblèmes dans le monde, est-ce que Paris peut être dirigé par quelqu'un qui est poursuivi pour de multiples affaires de corruption et qui passera devant la justice mi-septembre? Alors évidemment, les pronostics vont bon train. On comprend bien à quel point il y a du suspense pour ce vote dans la capitale de ce second tour dimanche. Du suspense également à Marseille, où la situation, là aussi, c'est une triangulaire. Encore une fois, le retrait, pour le coup, de l'insoumis Sébastien Delogu, qu'on a vécu ensemble hier et Yael, peut-il servir Benoît Payan, le maire socialiste sortant? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Avec Martine Vassal, pour le coup, en faiseuse de roi, comme vous le dites. La configuration de Marseille est différente parce qu'effectivement, Franck Alizio n'a pas de réserve. C'est le candidat RN, du coup, le deuxième. Le candidat RN n'a pas de réserve, puisque vous avez Martine Vassal qui se maintient, et c'est pas faute pour Jordan Bardella, Jean-Philippe Tanguy et tout le RN d'avoir mis une pression énorme sur Bruno Retailleau, président de LR, pour qu'il dise à Martine Vassal de se retirer. Il n'en est pas question. Elle veut rester dans cette campagne parce que derrière, il y a la métropole marseillaise qui se joue, l'agglomération, et donc des élus qu'elle n'aurait pas du tout si elle se désiste. Donc vous avez cette partie de l'électorat-là qui a voté pour Martine Vassal au premier tour. S'ils ont choisi Vassal, ces électeurs-là, électrices marseillaises, c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans le RN. Donc a priori, il n'y a pas de raison
que cet électorat-là bouge pour Franck Alizio. Et dans ces conditions-là, avec un Sébastien Delogu qui se retire, le front anti-RN à Marseille peut être très fort sur Benoît Payan, qui pourra toujours dire qu'il n'a pas non plus, lui, trahi sa ligne en fusionnant avec Sébastien Delogu. Et c'est un peu le pari aussi derrière que fait l'état-major insoumis. C'est de dire, regardez, nous, magnanime à Marseille, on s'est retiré quand il y avait la menace fasciste, entre guillemets, c'est l'expression qui revient tout le temps en ce moment chez LFI. Donc, vous serez redevable, vous, la gauche social-démocrate, vous serez redevable la prochaine fois, peut-être à la présidentielle, de nous rendre service à nous aussi, quand on en aura besoin. C'est ça le calcul. Samuel Géquier, oui, comment ça va se passer, effectivement, avec effectivement, Martine Vassal qui se maintient? C'est un vrai avantage pour Benoît Payan, le retrait des Delogu, c'est assez évident, d'autant plus que le fait que ça soit le RN en face, l'appel à l'antifascisme, comme vous venez de dire, ça va globalement cimenter l'électorat de gauche derrière lui assez naturellement. Et le double effet qui se coule, c'est que comme il n'est pas allié à LFI, il fait un peu moins peur du coup à l'électorat de droite. Il reste effectivement le cas où ça se joue des 12% de Martine Vassal. Alors vous avez dit, s'ils ont voté à Martine Vassal, c'est qu'ils ne voulaient pas voter RN, c'est absolument vrai, mais ils ont quand même voté pour une candidate dont le slogan de campagne était Travail, Famille, Patrie, qui ne doit pas être si éloigné idéologiquement du RN. Enfin, il y a quand même, je pense, une porosité idéologique ou une proximité, en tout cas, et ça va être assez décisif parce que ça n'a strictement aucun intérêt de voter pour Martine Vassal dans cette élection. Elle a perdu. Donc, est-ce qu'ils vont rester par fidélité à LR ou est-ce que dans la dramatisation, effectivement, le suspense de l'élection, une partie va se reporter sur le RN, c'est fort possible. On voit quand même dans cette région-là, tout le sud-est, qu'on est dans une forme de grand remplacement auprès de l'électorat de droite, de LR par le RN. Ça se voit dans beaucoup de villes, ça se voit à Marseille avec la faiblesse de LR. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait quand même quelques points qui fuitent, mais effectivement, le total Payan plus Delogu dans un contexte anti-RN, mais plutôt Payan en favori quand même. À Marseille, des pronostics? Des pronostics, c'est toujours compliqué. Non, simplement deux choses. D'abord, s'agissant du slogan repris par Martine Vassal, je pense qu'en l'occurrence, cela renvoie tout de même davantage, hélas, au niveau de notre classe politique qui a une véritable volonté de formuler une adhésion à un principe politique qui a pu être formulé au cours d'autres régimes en France. Soyons tout de même honnêtes à cet égard. Les gens ont voté pour elle après qu'elle ait dit ça. Oui, mais il semblait assez évident qu'elle n'avait pas compris ce à quoi le slogan se réfère. C'est évidemment dramatique et désespérant, mais je ne suis pas sûr qu'il faille nécessairement en faire une lecture absolument idéologique s'agissant de la réaction de l'électorat. Et par ailleurs, une deuxième chose, c'est vrai que ce qui surprend, c'est que Sébastien Delogu était parvenu en 2024 à se faire élire de manière assez massive député des Bouches-du-Rhône, grâce notamment au soutien des quartiers populaires, notamment au nord de la ville, et que en l'occurrence, il s'était fait élire en l'absence de candidats concurrents à gauche. Là, on a vu, avec la présence d'autres listes, que même les quartiers les plus populaires, ce qui interroge tout de même par rapport à la stratégie de la France insoumise, notamment dans des villes comme Marseille, la liste de Sébastien Delogu ou les listes insoumises aux arrondissements n'avaient pas véritablement été plébiscitées. On peut par exemple penser, et c'est Le Monde ce matin qui recensait les divers quartiers populaires où Sébastien Delogu avait été mis en difficulté. 8e secteur qui comprend une partie du Nord-Est, il est arrivé en 3e position. Dans le 7e secteur, qui est une partie importante des quartiers Nord, la liste de la France insoumise a récolté 13,10% des voix, ce qui n'est véritablement pas la domination à laquelle on pouvait s'attendre. Donc c'est peut-être aussi tout de même une reconfiguration de long terme à laquelle on assiste, s'agissant de la sociologie électorale de la France insoumise. Alors pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile de dire qui pourra sortir vainqueur des urnes dimanche également à Marseille, en tout cas sur les enseignements de ce premier tour et de ce scrutin. Écoutez ce qu'en a dit Maude Bréjon à la sortie du Conseil des ministres. C'était il y a quelques minutes, elle a rapporté la voix du président. Sans commenter le résultat de ce premier tour, puisqu'il a indiqué que ce n'était évidemment pas son rôle, le président a tenu à souligner dans ce moment l'importance que personne n'oublie, que les extrêmes, où qu'ils soient, demeurent dangereux pour la République. Il a insisté sur le fait que les arrangements des partis ne devaient pas faire oublier quelques principes. D'une part, on ne peut pas oublier les discours et les actes d'excès d'où qu'ils viennent. Et d'autre part, on ne peut pas oublier les principes républicains niés d'où que cela vienne. Emmanuel Macron qui a critiqué les arrangements des partis. Alors là, ça pose quand même vraiment question. Parce que sur son rôle. On parle du président de la République, qui lui-même, on le sait, a pesé de toutes ses forces, et sur Édouard Philippe et sur Pierre-Yves Bournazel, pour qu'il rallie Rachida Dati à Paris. Donc l'Élysée est complètement
mouillé dans cette campagne parisienne et engagé dedans. Est-ce que c'est le rôle du président de la République? Première chose. Sébastien Lecornu, lui, s'est tenu Premier ministre, alors qu'habituellement c'est plutôt du rôle du Premier ministre de parler des municipales, en tant que chef de la majorité, même s'il n'y en a pas, s'est tenu à l'écart et a même publié une circulaire demandant à tous ses ministres, sauf les ministres candidats, de ne pas parler des municipales, pour bien cloisonner entre politique nationale et politique locale. Autre chose, Emmanuel Macron se permet donc de critiquer certains arrangements de partis, certains accords, certaines fusions, alors que lui-même, en fait, a complètement raté la marche des municipales, laissant à Gabriel Attal un parti pas du tout implanté. Et aujourd'hui, les rares espoirs de conquête pour son parti, Renaissance, c'est Bordeaux, maintenant que Philippe de Sertine s'est retiré, et Annecy. C'est assez étonnant, cette incursion d'Emmanuel Macron, d'autant que ses troupes elles-mêmes vous disent, off the record, pas publiquement, que c'est à chaque fois que eux-mêmes payent localement l'image d'Emmanuel Macron. Et que si Renaissance ne s'en sort pas, si le Bloc central souffre considérablement de cette campagne, c'est l'héritage d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui est radioactif. Donc tous les députés macronistes vous disent on est radioactif à cause d'Emmanuel Macron. C'est une réalité locale, sociale. Vous voyez, il y a Emmanuel Macron régalien, européen, qui aujourd'hui joue un rôle défensif dans la guerre au Moyen-Orient. Ça, c'est un aspect. Le budget, l'armée. Mais sur la politique locale, aujourd'hui, c'est étonnant de le voir atterrir dans une élection où il est radioactif lui-même pour ses troupes. Il a affirmé aussi que les extrêmes demeuraient dangereux. Le président, c'est ce qu'a rapporté Maud Bréjon, que vous voyez à l'image, qui est en train de faire le compte-rendu de ce Conseil des ministres. Merci à vous, Samuel Géquier et Elliot Maman, d'être venus sur France Info pour en parler. Donc à 4 jours maintenant du second tour. Et elle, vous restez avec nous. On se retrouve à midi pour continuer à parler des municipales et voir si on peut en tirer des enseignements pour la présidentielle, qui est dans moins d'un an maintenant. Mais pour l'heure, il est 11h31 et c'est l'essentiel de l'actualité avec vous, Valentine Déjà.